On croyait l'Afrique relativement épargnée par le coronavirus. Ce n'était sans doute qu'une question de temps. Comme partout, le virus progresse ici et angoisse tout un continent. Avec une augmentation de 64% du nombre de contaminations de cette semaine à la précédente, les chiffres de l'épidémie de coronavirus s'envolent en Inde. Alors que les discussions sur la propriété intellectuelle des vaccins se poursuivent à l'OMC et sous pression de l'Inde et de l'Afrique du Sud, Joe Biden a annoncé être favorable à la levée des brevets. La Russie s'est également ralliée à cette position. De l'autre côté de l'Atlantique, la proposition américaine fait débat. La France y est favorable. L'Allemagne s'y oppose. Pour Berlin, la principale contrainte concerne les capacités de production. L'Union européenne se dit prête à en discuter. Nous sommes prêts à discuter de la manière dont la proposition américaine de dérogation à la protection de la propriété intellectuelle pour les vaccins Covid pourrait contribuer à atteindre cet objectif. Je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait en effet cette ouverture de la propriété intellectuelle. Oui, nous devons évidemment faire de ce vaccin un bien public mondial. Dès l'été dernier, la chancelière allemande avait défendu ces brevets, affirmant que c'était là une condition pour l'innovation. La protection de la propriété intellectuelle est la source de l'innovation et doit continuer à l'avenir à le rester. Concrètement, une levée des contraintes des brevets, même temporaires, permettrait une production accélérée et massive aux pays qui en ont le plus besoin. Vous pouvez transférer la propriété intellectuelle à des fabricants pharmaceutiques en Afrique. Ils n'ont pas de plateforme pour produire de l'ARN messager. Obtenir la suspension des brevets risque de virer au casse-tête juridique et commercial, car les lois ne sont pas les mêmes aux États-Unis, en Europe ou en Chine. Rien n'oblige une entreprise privée à lever la propriété intellectuelle sur ses produits, mais elle peut y être fortement incitée par les autorités lorsque l'État finance largement la recherche, comme c'est le cas pour les vaccins américains et européens. We need a vaccine for everybody, everywhere, in affordable conditions, because we will only be safe if everybody is safe. Chers amis, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous connaissez à présent notre principe, grand studio, capacité d'aération tout à fait et de distance tout à fait respectée. Et puis d'ailleurs, nouvelles normes prévues aussi dans les dispositifs médias qui vont donc m'autoriser une fois de plus à enlever ce masque pour m'adresser à vous. Nous allons parler, vous l'avez compris, solidarité internationale en termes de gestion de la pandémie et singulièrement de la vaccination, avec toute une série d'invités que je vous présente très rapidement. Nous avons avec nous Anna Zilinska, qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine, spécialiste en philosophie morale et philosophie politique. Elle est l'une des deux plumes qui a amené une centaine de philosophes, juristes et autres enseignants et chercheurs à publier en février dernier dans Le Monde une tribune appelant précisément à cette solidarité internationale. Nous allons le détailler beaucoup plus dans un instant. Avec nous, témoignages venus du Sud également, et singulièrement d'un pays qui nous est cher, la République démocratique du Congo. Dany Singoma est avec nous. Dany est le secrétaire général du CENADEP, le Centre national d'appui au développement, mais aussi à la participation citoyenne. À ce titre, il est aussi évidemment un acteur de la plateforme de la société civile qu'il préside pour l'instant, et il préside aussi la Maison de la laïcité de Kinshasa. Voilà beaucoup de titres pour lesquels Dany sera avec nous pour nous parler également de cette gestion Covid et vaccination vue depuis un grand pays d'Afrique. Et pour mettre tout ceci en perspective, l'économiste et politiste et politologue italien Riccardo Petrella est avec nous parce qu'il a un appel vibrant qui lui tient, comme d'habitude, fort à cœur. Nous allons en détailler avec lui tous les aspects, mais d'abord, l'introduction à cette séance avec notre présidente du Centre d'action laïque, Véronique de Keyser. Bonsoir Véronique. Bonsoir Eddy, me permets-tu? Je t'en prie. Ça va. Eh bien, chers amis, cher Riccardo, chère Dany, chère madame, merci en tout cas d'être parmi nous ce soir. Et chers amis, un petit mot sur la soirée qui nous attend. Alors cette soirée qui est consacrée, comme vous l'avez vu, à la propriété intellectuelle sur les vaccins aujourd'hui, et la question fait débat, et fait partie, cette soirée-ci fait partie du cycle
que nous avons consacré cette année-ci à la santé pour tous, mais aussi d'un colloque qui a déjà débuté le 11 mai dernier avec un débat sur des questions éthiques liées à la santé, et elle touche à tout ce qui sont les victimes de cette pandémie, c'est-à-dire les groupes, les travailleurs, les pays qui sont devenus soudain extrêmement vulnérables à cette pandémie. Alors, nous avons commencé par les questions éthiques. Nous poursuivons aujourd'hui par la vulnérabilité au niveau international. Et le 10 juin, mais je vous en parlerai tout à l'heure, la troisième partie de ce colloque traitera des plus vulnérables en Belgique. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi tout ce qui tourne autour des vaccins comme bien public mondial, comme bien public universel. Et je vais peut-être très très brièvement, parce que les orateurs de ce soir le feront mieux que moi, vous donner les enjeux de ce débat. Alors, on l'a dit, le 5 mai dernier, le président américain Joe Biden a déclaré, et c'était une surprise attendue, mais une surprise tout de même, a déclaré soutenir la suspension provisoire des vaccins. Peu de temps après, comme dans un jeu de dominos, le président Macron, qui était très réticent jusqu'ici, a déclaré qu'il y était favorable. Poutine n'y était pas tellement défavorable, mais enfin, il s'est joint à ce concert. Et on a vu tout à coup des réticences qu'on croyait très installées par rapport à cette idée, tout à coup tomber. Alors, ceux qui résistent aujourd'hui, eh bien, c'est l'Union européenne, c'est certainement l'Australie, le Japon, la Suisse. En gros, pour faire court, les pays les plus riches de cette planète. Or, quand on regarde un petit peu à ce jour qui a bénéficié du vaccin, eh bien, on s'aperçoit que c'est justement ces pays riches qui ont épuisé 80% des doses qui ont été distribuées sur le marché. Et que par contre, il reste un certain nombre de pays, c'est-à-dire environ 250, et 2,5 milliards d'habitants qui n'ont pas eu une seule dose de vaccin. Donc, il n'y a pas d'égalité dans l'accès au vaccin aujourd'hui au niveau international, que du contraire, il y a une égalité criante, une égalité que certains jugent révoltante. Alors, c'est pour pallier cette inégalité que certains s'en sont émus, vous allez les découvrir tout à l'heure, et on dit, mais ce vaccin qui peut sauver des vies dans une pandémie telle qu'on la connaît aujourd'hui, doit devenir, ce qu'il aurait dû peut-être toujours être, un bien public universel. Et l'appel a été lancé. Alors, tout au début, c'est-à-dire à la fin de l'année 2020, quand cet appel a été lancé, on s'est dit, ben voilà quelques fous, parmi lesquels Ricardo, bien entendu, mais que l'on connaissait très bien, voilà quelques fous qui reviennent à ce multilatéralisme plein d'enthousiasme en disant que plus d'égalité doit régner sur ce monde. Et peu ont ajouté un véritable crédit à ces propos au départ. Et d'ailleurs, quand la motion pour lever ces brevets a été présentée à l'OMC, je pense que c'est en octobre 2020, par deux pays, par l'Afrique du Sud et par l'Inde, eh bien, l'OMC, évidemment, a écarté cette proposition. Et puis, c'est passé à l'ONU. À l'ONU, ça a rencontré un certain succès. Il y a eu une session où c'était débattu, c'était en décembre 2020. Et puis, graduellement, qu'est-ce qui s'est passé ? Des voix se sont levées. Elles ont été de plus en plus nombreuses. D'abord, le secrétaire général de l'ONU s'est prononcé, l'OMS était d'accord, surtout des individualités, des scientifiques, on le verra, des penseurs. Et puis soudain, ça s'est accéléré en 2021. Et à ce moment-là, on a vu des prix Nobel, des anciens présidents, etc., dire « mais non, c'est possible et il faut le faire ». Eh bien,
ce qui a véritablement déclenché les dominos qui s'effondraient, c'est la position américaine. Aujourd'hui, où en est-on ? Eh bien, l'Europe résiste toujours, avec à sa tête, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, l'Allemagne, grosse productrice de vaccins. La Suisse résiste férocement, grande industrie pharmaceutique. Mais la question qui se pose aujourd'hui, et l'Inde en est un exemple terrible, c'est la pandémie a pris des proportions telles qu'il faut augmenter la capacité de production. Et tout l'enjeu est là. Et ce qui fait que ce qui était une belle idée humanitaire est devenu tout à coup une course contre la montre. Il faut absolument qu'on parvienne à vacciner le plus de monde possible parce que vraiment les pays sont interdépendants les uns des autres. Il faut arriver à une sorte de couverture de la planète. Si on ne le fait pas, le nombre de variants va exploser et les vaccins deviendront inefficaces. Ce qui fait que l'idée humanitaire s'est transformée aussi en une idée très pragmatique, avoir le contrôle des vaccins qui vont, des variants qui vont arriver, et on ne peut le faire qu'en produisant au maximum. Alors évidemment, très brièvement, l'opposition résiste. L'opposition dit, et je ne veux pas trancher, je ne suis pas un spécialiste, mais dit, mais la production, augmenter la capacité de production, c'est possible sans donner la propriété intellectuelle. N'est-ce pas un rêve de croire qu'on va faire un transfert de technologie dans un pays africain en cédant la propriété et que du jour au lendemain, ils vont pouvoir être capables de produire des vaccins? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Et si des pays n'ont pas de vaccins, il existe déjà un mécanisme humanitaire de redistribution dans le monde qu'on appelle la plateforme COVAX et où, en principe, les pays les plus riches donnent des vaccins pour les pays les plus pauvres. Le problème, c'est que COVAX ne marche pas très bien pour le moment et que cette belle philanthropie sanitaire à l'échelle internationale ne résout pas le problème. Alors voilà où on en est aujourd'hui. Le Parlement européen va se positionner au mois de juin. Les dominos continuent à tomber. Et surtout, cette belle idée humanitaire est là, non seulement une réalité pragmatique, mais là aussi une signification éthique que nous devons absolument, nous, CAL, retenir. Retenir parce que ce n'est pas la première fois qu'on discute du brevet des vaccins. Et le premier à avoir cédé le brevet de son vaccin, c'est Jonas Salk. Jonas Salk, c'est le père du vaccin polio. Et en 1955, il a fait don, il a refusé de faire breveter le vaccin de la polio. Et il a dit, peut-on breveter le soleil? C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ricardo va nous dire, et il va répondre en écho, et les vaccins doivent devenir un bien universel. Ils doivent devenir au nom de l'humanité, au nom de l'égalité, au nom de la solidarité internationale. Et je pense que nous sommes d'accord avec ce projet-là et je pense qu'il a des chances d'aboutir. Eh bien voilà, vous l'avez compris, ce qui sont les enjeux, et les enjeux pour les laïcs également à accompagner sur le champ éthique, non seulement cette réflexion, mais cette action. Anna Zielinska est avec nous, je l'ai dit. Anna, vous êtes maître de conférence à l'Université de Lorraine, vous êtes philosophe, spécialisé en philosophie morale et politique, donc particulièrement concerné aussi avec vos étudiants et les autres chercheurs par toutes ces questions que l'on vient en vrac d'évoquer ici. En février dernier, je pense que c'était le 10 février dernier, vous avez réussi ce tour de force de fédérer une centaine de philosophes, de chercheurs, de juristes, de scientifiques, de politistes, pour demander précisément cette levée du brevet. Et vous soulignez, j'ai le texte sous les yeux, que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, on sent bien sûr à Madame Bachelet, Michelle Bachelet, a exprimé son soutien et s'est d'ailleurs exprimé quant à sa préoccupation sur les dangers de limiter la production pour respecter ce fameux régime des droits de propriété intellectuelle. Anna Zielinska, d'où est venue l'impulsion qui vous a amené à convaincre plus d'une centaine de vos collègues aussi rapidement? C'est assez
curieux notre situation, la situation de janvier, février de 2021, à laquelle dont il était question il y a quelques instants. Effectivement, comment ça se fait que beaucoup de personnes ont commencé à s'exprimer en faveur de cette idée folle et formidable? Je pense que d'une part, nous étions tous absolument séduits par les vaccins, par le développement de ces vaccins. Moi, dès avril 2020, je regardais ce qui se passe à Oxford, dans l'Institut Jenner, avec une admiration absolue de travail de Sarah Gilbert sur les vaccins que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'AstraZeneca, mais qui était évidemment un vaccin Oxford de l'Institut Jenner. Donc, en janvier, on se disait, mais ok, donc nous sommes dans un nouveau paradigme. Nous avons des outils pour lutter contre cette pandémie. Et comment ça se fait qu'on ne met pas en œuvre le maximum de nos capacités humaines pour se débarrasser de cette pandémie qui nous embête depuis un an? On était sidérés par l'inaction vis-à-vis du vaccin. On attendait ces vaccins depuis un an. Ils arrivent. Et finalement, ils arrivent à compte-gouttes. C'est assez zen, on n'est pas pressé. Mais comment ça, on n'est pas pressé? Il y a quelque chose qui ne va fondamentalement pas. Et à cette époque, effectivement, le souci était partagé par les gens du Sud et les gens du Nord. Personne n'avait de vaccin. Aujourd'hui, nous en avons un tout petit peu. Les gens du Sud continuent à souffrir de cette absence. Donc, effectivement, depuis un bout de temps, je travaille dans le milieu médical et j'observe ces milieux avec admiration et enthousiasme. Et j'ai vu aussi que des collègues tels qu'Alfred Spira, notamment Richard Benarous, de médecins français qui travaillent à l'international, qui travaillent pour des organismes effectivement qui permettent les voyages de médecins partout dans le monde, ils ont commencé à réunir de leur côté des signatures pour une pétition des médecins et des biologistes. Et c'est là où je me suis dit, non, nous, en tant que corps de métier, précisément, donc des gens qui travaillent sur la normativité, nous avons aussi une obligation de dire quelque chose et de bouger. Et ça a été d'une facilité assez séduisante aussi. C'est-à-dire, je travaille avec les juristes, donc j'ai contacté Pierre Brunet de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour coécrire ces textes. Et une fois nous l'avons coécrit avec nos deux, disons, compétences, philosophes, juristes, tout simplement les gens nous ont fait confiance et on a eu des signatures absolument formidables. Jürgen Habermas, Axel Honneth, Peter Singer aux États-Unis. Et c'est devenu évident pour tout le monde, c'était assez immédiat. Donc je pense que ce qui a été peu vu par une grande partie du public, c'est ces changements de paradigme. Nous étions complètement dépourvus d'outils de lutte contre la pandémie jusqu'en décembre-janvier. Et là, il faut engager tous les moyens qui sont à notre disposition. Et ces moyens, c'est évidemment la production à une très grande échelle. Et nous savions à ce stade que, évidemment, on dit très souvent que des pays africains ne sont pas en mesure de produire les vaccins à ARN messenger. Mais nous non plus, en France. Nous n'avons pas d'usines qui sont capables de le faire. Donc ces usines, il faut les construire. Vous savez sans doute que le laboratoire Moderna, déjà en octobre 2020, a cédé de façon temporaire le brevet sur son vaccin, ou une partie des brevets. Et pourquoi les pays pauvres, etc., pourquoi on ne s'est pas emparé immédiatement de cette autorisation? Tout simplement parce que la levée temporaire et non précisée de ces brevets par Moderna ne permettait pas le mouvement suffisant, ne construisait pas encore le climat de confiance dans lequel on peut faire des investissements à très grande échelle, donc des investissements dans des nouvelles usines qui vont pouvoir produire les vaccins. Vous savez, on dit que Pfizer est produit maintenant en France. Non, mais pas du tout. Le vaccin de Pfizer il est mis en bouteille en France. On n'arrive pas à les produire puisque c'est difficile. Mais ça se fait. C'est Afrique du Sud, par exemple, depuis plusieurs mois, produit des vaccins Janssen.
sans grand problème. Aussi avec surtout le flaconnage qui est fait, mais ils ont des moyens de produire des vaccins classiques. Donc le problème de l'incapacité de production, c'est un faux problème auquel il faut s'attaquer. Hein. La levée des brevets, ce n'est pas une solution miracle, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est un pas nécessaire vers une nouvelle façon de penser la production de vaccins. Je dois ajouter quelque chose qui me paraît vraiment essentiel sur les vaccins eux-mêmes, si vous voulez. Donc les vaccins, ce ne sont pas des substances comme les autres, des substances médicamenteuses comme les autres. Les vaccins doivent être pris par des personnes qui sont saines. Donc, pour vouloir se faire vacciner, il faut que vous ayez confiance en votre communauté. Il faut que vous soyez persuadé que la communauté au sein de laquelle vous allez prendre ce vaccin, c'est une communauté qui veut votre bien. Les histoires de fraude qui sont associées aux grands laboratoires pharmaceutiques, et il est très facile de trouver ces histoires, notamment dans le contexte du Pfizer, aussi GlaxoSmithKline qui collabore actuellement avec Sanofi. C'est les fraudes qui sont derrière ces laboratoires, les mensonges auxquels ils sont associés sont énormes. Et construire la confiance publique dans ce contexte où derrière les vaccins se trouvent des laboratoires qui font peur et pour parfois, hélas, des bonnes raisons, même si effectivement les vaccins que nous connaissons aujourd'hui sont parfaits. Je me réjouis d'avoir d'être vaccinée, ça a changé ma vie et c'est vraiment quelque chose dont je suis enthousiaste. Mais cette association entre Big Pharma et les vaccins n'est pas forcément une bonne idée. Il va falloir la repenser sur la longue durée, je pense. Et peut-être cette pandémie nous offre une opportunité assez particulière pour le faire maintenant, faisons-le maintenant, discutons-en, puisque ce n'est pas notre dernière pandémie, loin de là. Et il va falloir que nous soyons prêts pour les prochaines. On va revenir tout à l'heure avec vous encore, Anna Zielinska, je vous remercie déjà, sur encore un certain nombre de points, mais je voudrais immédiatement évidemment accueillir Riccardo Petrella une première fois. Bonsoir Riccardo. Riccardo, vous aussi, bonsoir. Bonsoir, Eddy. Voilà, vous avez vous aussi fédéré, entamé cette croisade, je peux le dire dans votre cas, pour convaincre, pour taper sur la table. Vous avez en quelque sorte préfacé ce propos d'Antonio Gutiérrez qu'on entendait tout à l'heure. Si on ne sauve pas, si on ne vaccine pas partout, en fait, nous ne nous sauverons pas nous-mêmes. Il faut passer par le réflexe de l'égoïsme des gens, Riccardo, pour arriver à convaincre. Mais bonsoir avant tout, bonsoir à toutes et tous, et en particulier, si je peux faire des privilèges, à Véronique Dequesne. Je suis très, très, très heureux de la revoir, de la rencontrer. On a travaillé beaucoup ensemble, c'était toujours un énorme plaisir de voir son engagement, sa précision, sa accuracy, comme diraient les Anglais, dans les dossiers. C'est magnifique. Je suis très content de pouvoir ce soir être avec elle de nouveau à traiter de ces questions. Excusez-moi, c'est compte de caractère personnel, mais la vie aussi est faite de ces relations personnelles. Alors moi, je pense qu'effectivement, Véronique aussi a déjà placé le décor du problème, mais je dirais que l'engagement que nous devons avoir comme citoyens doit nécessairement être orienté autour de 4 grands objectifs. Le premier, c'est l'objectif que la réponse à la pandémie, et qui n'est pas la seule crise, parce que tout est lié, la réponse doit être mondiale. Or, la communauté internationale actuelle, les dominants, ont échoué, ont démontré clairement qu'ils ne sont pas capables de proposer, de penser même, et proposer des mesures dans tous les domaines à dimension mondiale.
ils sont un échec. Cette classe mondiale, ces groupes sociaux dominants du monde sont incapables de donner des réponses mondiales, sauf dans leur intérêt. La deuxième question que donc il faut traiter, pour laquelle se battre, c'est qu'en fait, ces mêmes pouvoirs, ces mêmes dominants mondiaux disent qu'ils ne veulent pas faire une politique de la santé publique guidée par le principe du droit universel à la santé. Dès le départ, ils ont dit la chose suivante. Il y a le Nord, qui est celui qui est dépositaire de la production, capacité technologique, de produire les médicaments, les thérapies, les tests, les médicaments, les vaccins. C'est le Nord qui les fait. Et de l'autre côté, il y a le Sud. Et la stratégie adoptée est de dire le Nord doit aider le Sud, mais d'abord doit penser à sa propre sécurité. D'ailleurs, même Joe Biden, quand il a finalement ouvert un tout petit peu à la suspension provisoire des règles de l'Organisation mondiale du commerce sur la propriété intellectuelle, les brevets sur la connaissance, et il a dit, à travers Madame Tai, la représentante à l'OMC, maintenant que nous avons assuré les vaccins pour le peuple américain, on peut. Belle position, bel esprit mondial, humanitaire pour les droits de tout le monde. Et ensuite, même l'Union européenne qui, pendant la période de Trump, avait pris le leadership, disons, moral, politique de l'Occident pour une réponse à la lutte contre la pandémie, et il avait dit que l'objectif était de ne pas laisser de côté, personne ne devait être laissé de côté, mais que l'objectif était d'assurer l'accès, pas les droits, l'accès équitable, à prix abordable au vaccin. Or, le concept même d'accès équitable à prix abordable, c'est-à-dire il faut payer, est contraire à la notion même du principe du droit. Jamais donc on peut constater objectivement que les dirigeants mondiaux ont essayé ces derniers mois de pratiquer une politique de lutte contre la pandémie partant du principe que l'objectif était le droit universel. Non, que l'objectif était l'accès équitable à prix abordable des vaccins produits par l'Occident au prix du marché. Et que donc les acteurs principaux étaient les pays de l'Occident qui se considéraient les leaders de la connaissance mondiale, de la technologie mondiale, et qui à un certain moment, par une certaine espèce d'humanitarisme, permettaient aux autres milliards de la planète d'avoir accès par les mécanismes de marché, de manière équitable, à prix abordable, aux vaccins. Et si vous remarquez dès le départ cette distinction terrible entre Nord et Sud, on l'a noté dès mars de l'année passée, quand on parlait des vaccins, eh bien, on parlait uniquement de vaccins de l'Occident. Les vaccins de la Russie, les vaccins de la Chine, les vaccins de Cuba, qui étaient considérés aussi très bons et efficaces. Et c'est comme s'ils n'existaient pas. C'était comme si c'était des moustiques qui dérangeaient la sérénité, l'intégralité et la force dominante de la science et de la technologie du monde occidental. Les vaccins sérieux étaient les nôtres. Alors qu'au mois de mai de l'année passée, le président de la Chine avait dit, peut-être, bien entendu, avec derrière pas mal de visées politiques, malgré tout, elle avait dit, si lorsque la Chine développera un vaccin, nous le mettrons à disposition de tous les habitants de la Terre. Et les Cubains ont dit que leur vaccin Soberania serait donné gratuit à tout le monde. Nous, au contraire, disons, mais qu'est-ce que c'est, ça, sont des vaccins qui ne coûtent rien, qui ne sont pas répondants de la sécurité propre à la technologie, à la science occidentale, américaine, européenne.
Et c'est ainsi qu'alors, ces fractures entre Nord et Sud, marquées par les rejets et les refus constitutionnels, je dirais, dans leur politique, du droit universel à la santé, nous amènent à dire qu'après, sont incapables de faire une politique fondée sur la santé en tant que bien service commun public mondial. La responsabilité des vaccins, la responsabilité des médicaments, les vaccins des tests, les coopérations entre les entreprises, c'est tout un problème occidental. C'est à régler entre nous. Ce n'est pas, quand même Macron raconte que doit venir bien public mondial, il raconte baliverne parce qu'il a une conception totalement faussée, mystificatrice de ce qui devrait être le bien public mondial. Le bien public mondial, selon Macron, c'est de faire des choses en commun à travers les États et la coopération, le partenariat public-privé, en mettant ensemble les entreprises. Macron ne dit pas qu'il faut républiciser l'industrie pharmaceutique. Ce serait scandaleux parce que mettrait en crise Sanofi et les autres. Mais la coopération publique-privée, ça lui va bien. Et ça, c'est la notion de bien public mondial. Dans les partenariats public-privé que nous avons pertinemment depuis 30 ans d'expérience de PPP, partenariat public-privé, que c'est une sorte de privatisation du pouvoir politique, où le public paye et les privés encaissent. D'ailleurs, on le sait, il n'y aurait pas eu des vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, si pratiquement AstraZeneca était financé dans toutes les différentes phases, la recherche, le développement et maintenant la distribution par les pouvoirs publics. 95% des coûts ont été couverts par le public. Et ça, c'est la notion du bien public mondial de M. Macron. Et donc, finalement, cette idée est devenue au fait que les vaccins est un problème de la capacité technologique et de la capacité gestionnaire des marchés et des marchés financiers, parce que les vaccins de Pfizer, de Moderna, d'AstraZeneca, etc., Johnson Johnson, sont dans la bourse. Et ils ne sont pas gouvernés par le peuple. Les citoyens ont très peu à dire. L'échec de la coopération mondiale de nos dirigeants actuels est à la racine dans l'échec de la démocratie. La lutte actuelle contre la pandémie montre que nous ne sommes pas en démocratie. On a donné le pouvoir à travers le droit exclusif de propriété privée à but lucratif qu'est le brevet. Pendant 20 ans, on a donné la souveraineté sur la politique de la santé à des sujets privés. Et c'est ça qui est scandaleux, que même la suspension provisoire qui, dans les articles 9 et 31 et 30-31 des traités TRIPS ou ADPIC de l'Organisation mondiale du commerce, les traités prévoient la suspension provisoire. C'est une mesure qui existe dans les traités. Et ce que je trouve paradoxal et criant pour la justice, vraiment, pour être vraiment sévère vis-à-vis de nos classes dirigeantes, cette mesure est dans les traités. Et on doit maintenant implorer l'empereur américain Joe Biden d'accepter que les États-Unis, qui pendant des années, depuis 1995, ont toujours essayé de rejeter l'introduction de la suspension provisoire dans les traités sur les TRIPS, on doit maintenant attendre, être heureux que le président des États-Unis soit un tout petit peu bénévolent, bienveillant, un peu humain, et qu'il accepte dans sa souveraineté d'empereur
qu'il est capable d'écouter les cris du peuple. Alors qu'il est dans les traités, ça. Ils ne respectent pas les traités. Ils sont hors la loi, tous ceux qui luttent contre la suspension. La suspension est prévue dans les traités. Ils ne les appliquent pas. Et nous devrons être heureux parce qu'ils ouvrent des portes. Où est le peuple? Où est les droits du peuple? Où est les droits des citoyens? Et c'est pour cela qu'il me semble que nous devrions, et je crois que le Centre Action Laïque en Belgique a toujours poursuivi cela. Je ne vais pas pour faire un compliment, c'est la vérité. Il faut se battre pour que les citoyens soient mis en position et eux-mêmes, et finalement, les citoyens doivent se battre. Il ne faut pas faire des pétitions aux dominants. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre que les majorités de nos parlements changent. Surtout des parlements. Parce que l'élément vrai de la démocratie est dans le Parlement, ce n'est pas dans les gouvernements. Il faut changer les lois, il faut changer les majorités. Et c'est pour cela qu'il faut redonner la politique de la vie à la capacité des citoyens de travailler ensemble. Les citoyens seraient, s'il y avait aujourd'hui un référendum mondial qui posait la question aux gens, êtes-vous favorable à travailler ensemble pour trouver des solutions mondiales? Eh bien, la très grande majorité de 7 milliards de gens répondrait oui. Et c'est le système actuel qui a monopolisé le pouvoir de la politique de la vie en cédant à des sociétés privées les droits sur la vie par les brevets. Aujourd'hui, 120 000 brevets sur les vivants et sur l'intelligence artificielle ont donné au privé la véritable capacité d'être les seigneurs de la vie. Et je crois que ça, c'est l'enjeu. Excusez-moi si j'étais un peu long, mais vous ne deviez pas vous attendre autrement à une longueur d'un Italien, parce que les Italiens ne sont pas parlés très brièvement. Merci déjà pour cette première intervention, Riccardo Petrella, qui plante bien évidemment le décor. Avant de prendre une première série d'ailleurs de questions et d'interventions des internautes et des followers, je reviens vers vous, Anna Zielinska. Riccardo Petrella vient d'ailleurs d'y faire très clairement référence. Cela figure effectivement dans les traités, par exemple ce fameux ATPIC, un accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touche au commerce, qui date de 2001. Le Haut Commissariat aux droits humains a effectivement conclu que les États devraient utiliser toutes ces possibilités. Vous qui enseignez la philosophie morale et la philosophie du droit et la philosophie politique, est-ce que véritablement la morale a quoi que ce soit à voir quand l'organe effectivement auquel on s'adresse s'appelle Organisation mondiale du commerce? Jolie question. Je pense que justement des organisations de ce type ont fait tout pour ralentir toutes sortes de processus effectivement de décisionnels qui risquent de modifier leur fonctionnement actuel. Et toute chose qui permet de garder le status quo est bonne. Donc effectivement, toutes ces discussions au sein de l'Organisation mondiale du commerce qui ont lieu toutes les quelques semaines depuis effectivement octobre 2020, tout cela, ça sert magnifiquement à temporiser la véritable discussion. Et il ne s'agit même pas ici justement, il ne s'agit même pas spécialement des choix moraux, il s'agit surtout de non-choix. Il s'agit de la victoire assez extraordinaire de Margaret Thatcher, d'accord? Cette idée selon laquelle il n'y a pas d'alternative. C'est dans l'ombre de cette idée que nous vivons actuellement. Que les choses sont ce qu'elles sont et elles le sont de façon naturelle et éternelle. Voilà la victoire symbolique d'un néolibéralisme promu par Ronald Reagan et promu par Margaret Thatcher. Donc c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Moi, ce qui me surprend, à vrai dire, c'est surtout le fait que les gens ne soient pas dans les rues actuellement. Je ne comprends pas l'indifférence du grand public vis-à-vis de cette question. Je me l'explique effectivement par cette superstructure, par cette hégémonie intellectuelle
du néolibéralisme qui a pacifié toute capacité de se poser la question de savoir s'il y a une alternative ou pas, parce que j'espère que cette indifférence n'est pas une indifférence liée à l'indifférence générale vis-à-vis de ce qui se passe partout ailleurs dans le monde. Donc nous devons, en tant que philosophes et en tant qu'intellectuels en général, nous devons faire un travail profond de reconstruction de la capacité de voir le monde politique non pas comme notre destin naturel, mais comme quelque chose que nous sommes en train de créer et qui peut être tout à fait différent de ce qui est là. C'est ça le message principal des penseurs tels que Cornelius Castoriadis, quand il analysait la démocratie grecque et quand il disait le juger et le choisir ont été inventés dans le contexte de la démocratie grecque, puisque précisément, il n'y a pas de réponse naturelle toute faite à ce que nous devrions faire. Nous faisons des choix, et c'est les conséquences de ces choix que nous subissons ou nous pouvons éventuellement renverser. Donc il y a quelque chose ici, il y a de l'espace ici pour que nous puissions repenser notre rapport à la politique. Et c'est là où je suis encore. Donc évidemment, là, je ne dis que ce que Ricardo Petrella a dit à l'instant aussi, en parlant de forces qui devraient se retrouver au Parlement et qui devraient prendre la responsabilité. Là, on vient d'observer il y a 2 jours au sein du Parlement européen une chose assez extraordinaire. Donc le bloc de la gauche a tout simplement a pris ce risque d'ajouter un petit amendement à un mini passage de loi, de propositions de loi qu'ils ont déposé au Parlement, proposition de loi sur les sida, sur la protection des personnes souffrant de la sida dans le contexte du Covid. Ils ont ajouté 2 phrases sur la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Et bizarrement, cette loi est passée. Et c'est le courage assez extraordinaire. La gauche s'est dit, oui, on va prendre nos responsabilités, on va proposer cette loi, on va voir ce qui se passe. Et ils l'ont fait un tout petit peu, de façon surprenante pour nous tous. Et c'est passé. Donc, ça montre que des actions politiques peuvent être efficaces, que ça marche. De toute façon, le paysage intellectuel a changé de tout en tout depuis janvier de cette année, depuis maintenant. Et quand je commençais à parler de cette histoire d'élever des brevets dans mon entourage philosophique, il y avait quand même beaucoup de gens qui n'ont pas signé, je ne veux pas les citer ici, mais qui m'ont exprimé ensuite le regret de ne pas avoir signé parce qu'ils n'ont pas compris ce qui était en jeu. Donc c'est assez fascinant. Et je vais juste ajouter la toute dernière chose au sujet de ces côtés pervers de rapport entre les privés et les publics dans la santé, ajoutons aussi que les risques qui sont actuellement pris par les laboratoires dans le contexte du développement des vaccins contre le Covid, ce sont des risques nuls. Et pourtant, jusqu'à présent, nous pensions que, en tout cas, le laboratoire nous disait que s'il y a quelque chose qui justifie le brevet, c'est précisément des risques énormes que les laboratoires supposément prennent. Cette fois-ci, ils ne les prennent pas. Donc, le contexte est complètement différent. Nous avons cette liberté de parler vraiment de la levée des brevets. Je voudrais quand même encore vous poser une question rapidement, Anna Zielinska. Vous venez de dire qu'il y a eu un changement en quelque sorte de tempérament, de paradigme, de positionnement des intellectuels, des philosophes, des scientifiques. Est-ce que vous pensez sincèrement, on parle beaucoup de ce monde d'après, et pourtant on voit déjà poindre l'idée que dès que la couverture vaccinale sera suffisante, le monde risque de furieusement ressembler au monde d'avant. Mais est-ce que dans ce monde de l'immédiat après, ces fameux intellectuels, enseignants, philosophes qui étaient un peu discrédités et qui étaient un peu muets dans les temps précédents, est-ce qu'ils vont reprendre leur rôle d'interpellant permanent dans la société? Et parce que pour inventer la société, il faut que chacun prenne sa part. Vous savez, en France, la situation est un tout petit peu délicate dans la mesure où on avait l'impression que les intellectuels se sont un tout petit peu ridiculisés dans les années, je ne sais pas, 60-70 en prenant trop de positions politiques. Donc il y avait cette vertu depuis plusieurs décennies de ne pas être un intellectuel engagé. Car voilà, les intellectuels engagés, ils s'aveuglent devant, je ne sais pas, la révolution culturelle en Chine, etc. Ils restent aveugles devant des tragédies au nom des engagements mal placés.
Je pense que les intellectuels liés à l'université, parce qu'il y en a quand même beaucoup, sont en train de repenser cet engagement, aussi parce qu'ils savent très bien que l'université est un lieu politique, c'est un lieu de la politique et du savoir. Donc nous devons être très attentifs à ne pas faire du militantisme aveugle, ce n'est pas du tout l'objectif de quiconque, mais à partir du moment où le monde extra-universitaire est en train de nous imposer certaines idées, comme s'il s'agissait des idées naturelles allant de soi et nécessairement bonnes, ben, nous pouvons, au sein de l'université, effectivement, créer des lieux de réflexion et de résistance et de déconstruction de ces idées. Nous sommes payés pour ça, donc j'espère que mes collègues vont continuer à le faire et que je vais aussi continuer de mon côté à le faire. Écoutez, on engrange et c'est une raison supplémentaire pour vous remercier toutes et tous d'ailleurs d'être présents ici à nos côtés. À propos d'être à nos côtés, Vincent Colson nous a rejoint qui scrute les réseaux et les interventions. Quelques grandes tendances, questions déjà Oui, donc déjà bonsoir Eddy, bonsoir à tous. J'ai relevé 3 questions. Je dirais que la première concerne l'Union européenne. Et donc il y a un internaute qui nous demande, tiens, est-ce qu'il ne serait pas temps de développer une production pharmaceutique publique européenne, une vraie production vraiment publique européenne qui serait financée par un impôt commun? Donc voilà, qu'est-ce que nos intervenants penseraient de cette idée? Une autre question qui concerne l'Inde. Il y a un internaute qui se pose des questions par rapport à l'Inde parce qu'on sait que l'Inde est le premier producteur de vaccins au monde. Alors comment expliquer ce qui se passe en Inde aujourd'hui et le retard dans la vaccination? Est-ce dû aux brevets? Est-ce dû aux exportations? Voilà, l'internaute voulait avoir l'avis de nos intervenants là-dessus. Et puis la troisième question, qui est plutôt une provocation, mais voilà, j'avais envie de la relever, c'était un internaute qui nous disait, mais tiens, est-ce qu'on est vraiment dans une société où on a le vaccin du pauvre, le vaccin du riche? Voilà, la question est lancée. Quelques belles questions. Alors bon, on va peut-être commencer par cette dernière qui est une provocation que je pense Riccardo Petrella va relever avec goût et plaisir. Riccardo Petrella, est-ce que nous sommes, il y a déjà eu une part de réponse tout à l'heure d'ailleurs, est-ce que nous sommes dans une société où il y a le vaccin du riche et le vaccin du pauvre? Mais oui, effectivement, tout dépend du fait qu'on a colonisé la connaissance. Je reviens sur les brevets. Les brevets, c'est l'octroi de la part des autorités publiques censées de suivre ces affaires-là, l'octroi de usage, propriété et usage exclusif des connaissances qui sont à la base des médicaments, des vaccins, des tests, d'autres mesures ou thérapies d'intervention dans le domaine de la santé et aussi dans d'autres domaines. C'est donc là qui est le point de départ. C'est l'affirmation presque absolue du droit de propriété sur la connaissance dans la vie. Et on ne démord pas. Aujourd'hui, pas mal même d'intellectuels devant le monde entier, je pense en particulier aux universités américaines ou aux universités européennes, même dans le domaine du droit, gardent totale confiance dans le principe de la propriété privée intellectuelle. On peut l'ajuster, on peut la régler, etc., mais le principe que le vivant date de 1990 et depuis lors, il est très difficile d'éliminer cela. Et donc, le vaccin de peuple, c'est une provocation parce que le système dominant a colonisé la connaissance. Et pourquoi? Parce que désormais, la connaissance est le facteur de production et de richesse le plus important. Ce n'est plus la terre, ce ne sont plus les machines, ce n'est pas l'énergie, etc. C'est la connaissance. Depuis 30 ans, on nous raconte que nous sommes une société qui est knowledge-driven economy, a knowledge-based society, c'est-à-dire la connaissance est effectivement le capital ressource le plus déterminant. Et le capital mondial ne démord pas. Il s'est approprié de la connaissance, s'est approprié de la vie. Parce que la connaissance est la vie. Et elle veut être propriétaire de la connaissance.
Quand le Elle peut patron d'ailleurs accepter d'Evian veut mouvements. breveter l'eau, Ricardo Petrella, c'est un de vos vieux combats. Je peux parler un peu plus fort parce que ouais. j'avais demandé aux techniciens d'augmenter le volume parce que j'entends mal. Quand le responsable, le CEO, le patron d'une grande firme de production d'eau, Evian pour ne pas la nommer, dit je ne comprends pas l'idée d'un droit à l'eau dans l'humanité, c'est l'idée la plus stupide. Il faut au contraire que je puisse breveter l'eau. S'il veut breveter l'eau, pourquoi est-ce qu'il irait lever le brevet sur le vaccin? Tout à fait. Tu ne l'as pas prononcé, le nommé, mais le grand, moi je peux le prononcer, c'est Brabeck, qui a été le président de Nestlé pendant des années et qui avait affirmé que le droit à l'eau est une idiotie, l'une des plus grandes idioties qu'on ne peut conseiller. Et remarque que le 7 décembre dernier, le président de la Chambre de commerce de matières premières de Chicago a pris la décision de créer, d'appliquer les transactions financières à contrat terme appelées produits dérivés et futures à l'eau. C'est-à-dire que c'est une entreprise privée qui gère les bourses qui a décidé de mettre l'eau en tant qu'objet des transactions financières à long terme et que l'eau est transformée en avoir financier. Mais les États n'interviennent pas dans ça. Les États ne sont pas intervenus. Le fait que l'eau soit devenue un avoir financier soumis à des transactions financières spéculatives a été une décision privée, de sujet privé, et les États acceptent cela. Ce n'est pas les gouvernements publics qui ont dit il doit faire ça. Ça, c'est ce qui montre qu'alors, encore une fois, avec le brevet sur le vivant, il n'y a pas de régulation financière publique sur la connaissance en tant que facteur de production. Jadis, quand on était riche parce qu'on était propriétaire terrier, ben, c'était réglé. Aujourd'hui, on est riche parce qu'on a des avoirs financiers et ce n'est pas réglé. Et le brevet appartient à cette catégorie de non-régulation. Et même les dominants, dans ce cas particulier, se permettent le luxe de ne pas respecter les règles même qui sont fixées. Alors, vaccin du peuple, mais c'est une belle utopie qu'il faut réaliser, mais n'existe pas. Les institutions donnent le pouvoir de décision en matière de la vie à des sujets privés qui sont devenus les États même. Les États ne sont pas. Et bien, vous savez que récemment, au mois de mars, on a une Union européenne de la santé. Ben, le principe fondateur de l'Union européenne de la santé, c'est que la santé reste de compétence primaire des États. L'Union européenne n'a pas la compétence de déléguer, dériver, etc. Les États membres restent les vrais acteurs de la politique de la santé. Il n'y a que de la coordination intergouvernementale. Il n'y a pas de supranationalité dans le domaine de la santé au niveau européen. Ce sont les États qui sont les maîtres de la santé. Eh bien, qui sont aujourd'hui les États? Les États sont les grands groupes financiers. Les États sont dans tous les domaines. Quand on donne les brevets, qu'est-ce qu'il fait l'État français? Qu'est-ce qu'il fait l'État allemand? Qu'est-ce qu'il fait l'État italien s'il reconnaît les brevets de droit de propriété absolue sur la connaissance dans le domaine de la santé? Quelle politique publique veut-il faire? Aucune. C'est une politique au service des stratégies privées. Et ce n'est pas par hasard qu'encore aujourd'hui, on est obligé de savoir quelle est la stratégie des grandes compagnies. La stratégie, à quel niveau? De l'Organisation mondiale du commerce, pas la stratégie au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale du commerce, ce n'est pas une institution de l'ONU, c'est une institution indépendante, dictée par les logiques du commerce. Et qui décide le commerce? Quoi, les ministères? Qui décide des règles du commerce? Mais les entreprises qui font le commerce, les marchés financiers.
Donc, c'est important de se battre pour les vaccins de peuple, parce que c'est là l'enjeu aujourd'hui. Si on laisse le peuple exclu, si on laisse les citoyens exclus, il n'y aura pas de solution à nos problèmes. Et c'est ça l'enjeu. Ce n'est plus un enjeu d'intérêt économique, c'est un enjeu de valeur. Est-ce qu'on croit que les citoyens sont ceux qui déterminent ensemble le devenir de la vie sur la Terre? Ou c'est qui? C'est ça l'enjeu. Et c'est pour ça que... On va revenir dans un instant vers vous. On va revenir dans un instant vers vous, Riccardo Petrella, le temps que votre connexion se stabilise. Je retourne un bref instant vers vous, Anna Zielinska. Les deux aspects également qui étaient soulevés sur, bien sûr, la possibilité pour l'Union européenne de se réapproprier une vie industrielle pharmaceutique. Riccardo Petrella vient de rappeler que les politiques de santé ne sont pas de compétences européennes. La politique industrielle européenne est encore d'ailleurs un sujet de difficulté en gestation et en accouchement également. C'était jumelé à cette question sur l'Inde et son incapacité. Est-ce que vous expliqueriez dans l'un et l'autre cas cette absence européenne dans le débat et cette difficulté pour l'Inde, grande productrice, de régler son problème de santé domestique par la problématique des brevets, de la propriété intellectuelle? Pas forcément. Les deux problèmes ne sont peut-être pas tout à fait identiques. D'une part, pour répondre à la question de la pharmacie publique, de l'industrie publique en Europe, je suis évidemment pour. Et vous voyez, si un jour je me fais un tatouage, ça va être nationaliser Sanofi, évidemment. Mais sinon, en ce qui concerne l'Inde, c'était d'ailleurs le sens de mon appel tout à l'heure. Repensons notamment la politique et la production et la recherche vaccinale du point de vue effectivement de la santé publique et de l'action des États. En ce qui concerne l'Inde, ça c'est un grand mystère. Vous voyez, l'Inde, donc l'Institut Sérum de l'Inde a commencé à produire le vaccin Oxford, le vaccin donc de l'Institut Jenner à partir de juin-juillet 2020. Alors qu'il n'a pas été encore accepté, etc. Donc l'Inde s'est mise à produire ces vaccins en 2-3 mois. Ce qui veut dire que, évidemment, la préparation de la chaîne de production pour un nouveau vaccin, ce n'est pas une affaire de plusieurs années ou de plusieurs mois, c'est vraiment, ça se fait en quelques mois, c'est très rapide. Évidemment, l'Inde a une infrastructure impressionnante, mais ce n'est pas le seul pays qui a des capacités de production. Il y a des pays en Europe de l'Est qui seraient tout à fait susceptibles de produire le vaccin du genre AstraZeneca Jenner. Le Brésil, évidemment, hein, l'Amérique du Sud est tout à fait susceptible de le faire aussi. Je voudrais donc effectivement, pourquoi l'Inde n'a pas de vaccin actuellement? Parce que quand ils ont commencé à produire, ils se sont engagés à donner 66% à peu près de leur production à l'Europe. Ensuite, ce sont des proportions qui ont été modifiées. Je pense qu'ils se sont arrêtés sur 50, ils étaient à 50% de production pour eux, pour le marché local, 50% pour l'Europe. Et là, ils ont cessé de faire de l'exportation. Mais évidemment, tous ces chiffres ont été établis selon les limitations du nombre de ce qui peut être produit. Donc tout cela était lié à des contrats purement commerciaux et qui ne s'interrogeaient pas sur la question de savoir comment répondre aux besoins locaux qui allaient devenir exponentiels. Et c'est évidemment le cas. Enfin, la toute dernière chose sur ces questions des brevets, de la propriété intellectuelle, parce que ce que Riccardo disait m'a fait penser à cela. Nous vivons donc, sans surprise, au XXIe siècle. C'est un siècle dont l'industrie, la force, disons, industrielle, est la force qui est liée au numérique. Très bien. Ça veut dire que le numérique, c'est quoi? Hélas, le numérique est devenu le royaume de la propriété intellectuelle. N'en déplaise à des gens formidables qui sont derrière Wikipédia ou derrière toutes sortes de logiciels libres, tout cela est formidable. Mais évidemment, notre pape, c'est Bill Gates. Bill Gates qui, en même temps, donne des sommes d'argent absolument extraordinaires pour les COVAX. C'est formidable, c'est très bien. Mais tout en sponsorisant COVAX, Bill Gates fait tout pour empêcher
les changements de paradigme dans la réflexion sur les brevets. Donc nous sommes dans une situation un tout petit peu sans issue grâce à l'omniprésence de la philanthropie capitaliste dans le système de la santé mondiale. Nous devons en sortir. Nous ne pouvons pas rester dans la situation où Bill Gates gouverne nos politiques mondiales de santé. Et en même temps, magnifique paradoxe, la plupart des actions les plus formidables de Bill Gates en Afrique, donc la vaccination massive contre le polio, tout cela a été notamment rendu possible grâce à l'immense Jonas Salk qui a été cité par Véronique de Keyser tout à l'heure. Jonas Salk qui a décidé de ne pas breveter son vaccin en 1955. Donc nous sommes dans un réseau de paradoxes tout à fait vertigineux. Il va falloir les défaire un par un et voir quel est le monde dans lequel nous voulons vivre dans les décennies à venir. Merci Anna Zielińska. Vous me permettez d'ailleurs cette transition assez facile, si j'ose dire, à partir du moment où vous venez également de tendre un pont vers l'Afrique. Nous avons donc avec nous ce soir Dany Singoma. Bonsoir Dany. Bonsoir. Dany, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de ce CENADEP, ce Centre national d'appui au développement et à la participation citoyenne, mais aussi président de la Maison de la laïcité de Kinshasa, ce qui évidemment touche beaucoup également l'action du Centre d'action laïque ici, et puis aussi de la société civile congolaise en RDC. Dany, la situation en RDC du point de vue vaccinal, ça ne semble même pas encore être le débat. Oui, bon, on peut dire oui et non. Pour ce qui est du Congo, d'abord, merci de m'avoir invité à cette émission. Pour moi, c'était vraiment un honneur, un privilège et aussi une occasion de pouvoir interagir avec les uns les autres sur cette question et de comprendre un peu ce que nous, en tant que laïcs, nous pensons. Parce que pendant que nous, les laïcs, nous réfléchissons effectivement à la possibilité d'accès au vaccin, pendant que cette préoccupation est plus profonde en Occident, en Afrique et particulièrement au Congo, la question est différente. La question, c'est le refus du vaccin. Le refus complet du vaccin par la population qui ne comprend pas pourquoi il faut être vacciné. Alors, tout de suite, là, nous venons d'évoquer le cas de Bill Gates avec la COVAX et consorts. Je sais que nous avons participé à cette initiative des citoyens du monde pour exiger que les vaccins soient considérés comme un bien commun, comme un droit de l'humanité et non pas comme un bien commercial. Et nous avons eu gain de cause ensemble, mais simplement, comme je l'ai dit, c'est la réceptivité de la question du vaccin qui pose problème. D'abord, pourquoi? Parce que la question même de l'acceptation de la maladie est une difficulté en République démocratique du Congo et presque partout en Afrique. Les cas, si aujourd'hui on va les comparer, je viens de recevoir les dernières données des cas de la pandémie en République démocratique du Congo et au 19 mai, le cumul des cas est de 37 757 depuis le 10 mars 2020. Donc, en une année, c'est 30 757 personnes sur 88 ou plus, 88 millions d'habitants, il n'y a que 30 757 cas. Et parmi ces cas, il y a un cas qui est probable, donc qui n'a pas été confirmé, mais il y a eu en tout, depuis le 10 mars 2020, 779 décès et 27 603 guéris. Kinshasa lui-même, qui compte 17 millions d'habitants, n'enregistre que depuis le 10 mars 2020, n'enregistre que 21 256 cas. Donc tout ça, ça pose des problèmes. Alors, au Congo, on se pose la question, est-ce que réellement la maladie existe? Dans les combien de la population, il se pose cette question au regard de ces cas. Mais nous savons que la maladie existe parce que nous avons vu des gens mourir, nous avons vu des hôpitaux être assiégés par des malades et plusieurs malades n'acceptent pas d'aller dans les hôpitaux parce qu'ils préfèrent faire de l'automédication, ne se signalent pas.
Mais généralement, les cas sont très minimes. Et la question de se poser est pourquoi nous sommes à cette situation. Et c'est la question qui se pose partout en Afrique. A-t-on développé une sorte d'immunité collective dans plusieurs pays ou simplement la maladie réagit autrement? Tout ça sont des questions qui se posent et des études sont réclamées, mais les études ne sont pas faites. Et cela pousse la population ou plusieurs personnes à se demander pourquoi il faut aller directement au vaccin. Donc cette question nécessite quand même de la confiance, comme l'ont dit mes prédécesseurs. Il n'existe pas de confiance autour de ces vaccins. Parce que le débat est bien suivi. Pendant que le Congo n'est pas très touché comme tous les autres pays du monde, et le Congo et plusieurs pays africains, le débat qui est là a commencé tout juste au début de la pandémie pour se poser d'abord la question, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-il une maladie de laboratoire ou pas? Est-il une maladie réelle ou pas? Et tout ça, ça nous pose des problèmes. Il y a des scientifiques au niveau du Congo qui ont élaboré des protocoles, qui ont élaboré des médicaments et qui ont élaboré plusieurs produits, mais ces produits n'ont reçu aucun soutien, ni de la part de nos gouvernements, ni de la part de toute la communauté ou de l'OMS. Et tout cela a posé problème. La population s'est ruée vers ces médicaments et plusieurs personnes disent qu'elles ont été malades, elles ont été guéries par rapport à la prise de ces médicaments. Donc ça accentue encore la méfiance de dire pourquoi on nous impose cette maladie, pourquoi on nous impose les vaccins, parce qu'il est vécu comme quelque chose d'ailleurs qui n'est pas du Congo, qui n'est pas de l'Afrique. C'est ça la difficulté que nous sommes en train de subir pour le moment. Alors oui, il y a une série d'éléments, Dany, sur lesquels je voudrais également que l'on revienne. Dans une tribune que vous signez il y a un an, en avril 2020, on était alors évidemment dans la problématique des masques et du gel hydroalcoolique. Vous avez dit assez rapidement, les vieilles machines à coudre sont ressorties, vous dites les chimistes et les pharmaciens sans emploi trouvent de quoi subitement produire du gel hydroalcoolique. Ça veut dire quand même que, même s'il y a des doutes, la solidarité n'a pas été un vain mot dans la société civile congolaise? Non, la solidarité n'a pas été un vain mot. Au niveau de la société civile, les cadres de la société civile comprennent la chose. Se mettant au diapason international, comprennent qu'il y a une maladie et veulent à tout prix que nos compatriotes ne puissent pas subir les conséquences de cette maladie. D'où nous nous engageons directement en disant qu'elle soit réelle ou pas, engageons-nous, protégeons-nous. L'essentiel, c'est de prévenir que de guérir. Et alors, la société civile s'est lancée effectivement dans cet appel à la solidarité nationale, dans cet appel à la prise de conscience de l'existence de la maladie et de ce que nous appelons des mesures barrières. Et ainsi, il y a toute une économie même qui s'est créée autour de la maladie parce qu'il fallait avoir des masques. Et dans ma tribune, j'ai dit même, il y a des personnes qui portent des masques non pas parce qu'elles sont conscientes de l'effectivité de la pandémie, mais parce qu'elles ont peur d'être arrêtées par la police. Donc il faut vite procurer des masques aux gens pour ne pas se faire arrêter par la police, qui trouve aussi à cette occasion une occasion de rançonner les gens. Et vous trouverez même les policiers avec des masques qu'ils ont portés pendant 3 ou 4 jours et qui ont changé de couleur, qui ne prennent pas la conscience de cette maladie, mais qui trouvent une aubaine dans cette arrestation des personnes qui ne portent pas de masques, parce que l'argent ne va pas directement à la caisse de l'État, mais ça rentre dans la poche parfois des policiers. Et ça crée cela. Alors, comme je l'ai dit, toute une économie se développe parce que la majorité de la population, plus de 70% de la population vit de l'économie informelle. Une opportunité de production de masques fait développer l'économie informelle. Celui qui a sa machine et qui vendait peut-être des produits qui viennent d'autres provinces, des produits alimentaires, et qui ne peut pas aller dans cette province, recourt à sa machine à coudre pour pouvoir confectionner des masques et tirer sa survie. Non pas nécessairement parce que la personne est très consciente, mais parce qu'elle trouve une occasion de pouvoir tirer profit. Mais nous aussi, en tant qu'acteurs sociaux, nous en profitons, bien sûr, de cela pour dire, créons une solidarité pour que nous ne puissions pas tomber dans les conséquences de la pandémie. Autant mieux privilégier ces gestes barrières pour dire que oui, nous pouvons nous protéger d'une manière ou d'une autre pour éviter la maladie que de tomber et de ne pas savoir ce qu'on en fait. Moi, je pense personnellement que ces gestes barrières ont été bénéfiques, mais simplement au niveau de la population. Regardez Kinshasa, une ville de 17 millions d'habitants. Nous avons 3 grands marchés
Et ces grands marchés connaissent une affluence énorme. Donc, presque la moitié de la population de Kinshasa se déverse journalièrement dans ces 3 marchés. Imaginez-vous une ville de 17 millions d'habitants. Si 8 500 000 personnes pouvaient se déverser dans 3 marchés, ça fait à peu près 3 millions de personnes dans un marché. Quel est ce genre de mouvement? Les gens se croisent, ils se frottent durant toute la journée. Il n'y a pas le temps de se laver les mains, il n'y a pas le temps de mettre des masques parce qu'en discutant avec les vendeurs, on n'a pas de masques. Et tout ça, c'est un problème qui est observé par la population. Et les gens se disent, mais nous ne tombons pas malades, nous n'avons pas cette Covid, donc elle n'existe pas. La Covid, c'est une maladie des riches, c'est une maladie des Occidentaux, et les gens vivent comme ça. Donc maintenant, quand il s'agit de parler du vaccin, nous avons connu, avec ce COVAX, l'arrivée des vaccins AstraZeneca. D'abord, avant que les vaccins arrivent, il y a déjà eu toute une campagne de tous bords autour du vaccin pour démontrer que le vaccin est une politique pour freiner la naissance, pour éliminer certaines personnes. Il y a tous les messages qui ont été véhiculés, des stéréotypes qui sont nés, tout ça autour du vaccin. Et quand l'annonce arrive du vaccin AstraZeneca, les gens se demandent, mais est-ce que ce vaccin nous sera imposé ou pas? Et d'un coup, le gouvernement rassure qu'il y a des vaccins, mais c'est simplement pour le personnel soignant, et en deux phases, et ainsi de suite. Mais après quelques jours, c'est l'OMS qui annonce que ce vaccin n'est pas bon. Il faut le suspendre. On suspend les vaccins et tout le monde crie pour dire « Oh, nous avions raison, regarde, l'OMS lui-même ne veut pas de ce vaccin. » Et 2 semaines après, une semaine après, on nous dit « Non, le vaccin est bon, maintenant les gens peuvent aller se faire vacciner. » C'est le même vaccin qui n'a pas bougé, qui tantôt est bon, tantôt est mauvais, et la confiance se perd. Tant que nos scientifiques ne seront pas associés à la définition de ces vaccins pour rassurer les populations qu'elles ont contribué d'une manière ou d'une autre pour ces vaccins, les gens n'auront pas confiance. Tant que le gouvernement... Il faut, selon vous, qu'il y ait une meilleure collaboration internationale avec, par exemple, les scientifiques congolais, les scientifiques africains, pour que la population africaine ressente non seulement son implication, sa nécessité, mais la solidarité internationale qui serait réelle. Oui, moi je pense que cette collaboration va vraiment aller au-delà même de la didactique, parce qu'il faut qu'elle soit faite sur le plan au niveau local. Il faut que ça soit au niveau du Congo, au niveau des pays africains, où cette collaboration se passe dans des laboratoires congolais, avec des scientifiques congolais, pour pouvoir l'accepter. Nous avons à Kinshasa l'Institut national de recherche biomédicale, l'INRB, qui a connu le même problème, avec des vaccins pour Ebola. Mais dès qu'on a dit que ces produits sont des produits mis en place par le professeur Mouyembe, la confiance que la population au professeur Mouyembe a fait en sorte que les gens acceptent ce vaccin. Mais après, on apprend non, ce n'est pas Mouyembe, c'est le Japon, c'est les États-Unis et tout ça, et ça réduit encore la confiance. Donc, il y a tout ça. Mais et après, comme les vaccins est une chose, mais aussi la possibilité de production de médicaments locaux est une autre chose. Il y a eu des chercheurs au niveau africain qui ont valorisé certains produits comme l'artésinia ou autre chose pour dire que ces produits sont efficaces. Mais personne ne les a soutenus dans cette recherche. Alors il y a des témoignages qui disent qu'il y a des produits locaux ou des formules locales avec des plantes médicinales selon la connaissance de la pharmacopée locale. Certaines personnes qui disent qu'elles étaient tombées malades et se sont fait soigner par ces produits, par des conseils de médecins ou de praticiens, et ces personnes sont guéries. Mais il n'y a aucun effort pour encourager, découvrir qu'est-ce qui est comme substance dans ces produits pour permettre de stopper la maladie et de l'encourager par une prévention avec des produits locaux qui ne sont pas nécessairement des vaccins. Donc ça nous manque. Donc ça veut dire que la solidarité devait aller dans tous les sens. La solidarité dans la production des vaccins avec les transferts de la science et des technologies au niveau local, ça c'est une chose, mais aussi encourager les scientifiques locaux dans les démarches qu'ils sont en train de faire, qu'on sente qu'il y a vraiment un grand soutien et que les scientifiques locaux sont valorisés et que leurs produits arrivent, on arrive à les prouver s'ils sont efficaces ou pas. Mais nous pensons que le fait d'avoir que 30 000 cas au bout d'une année, ça veut dire que quand même, il y a eu peut-être une prévention qui ne dit pas son nom,
qui a été opéré à partir des conseils qui ont été donnés. Parce qu'aujourd'hui, presque dans chaque famille, au niveau de Kinshasa, la capitale du Congo, on consomme beaucoup plus de produits comme des gingembres, comme d'autres produits, soi-disant que ces produits de citron et autre chose pour dire que ces produits protègent. Ça veut dire que les gens sont dans une phase de protection, de prévention, avec des produits locaux qu'ils essaient de fabriquer maison ou autre chose, et qui, aujourd'hui, nous ne savons pas si ce sont ces produits qui ont prouvé cette capacité à pouvoir résister pendant longtemps. Ça veut dire qu'il y a tout ce travail qui doit être fait, les scientifiques doivent entrer dans les jeux, la population doit suivre ces mouvements pas à pas. Aujourd'hui, les médias sociaux sont là, tout le monde est l'Internet est exposé à la communication qu'il y a sur l'Internet. Internet devra être aussi utilisé pour pouvoir prouver comment les scientifiques sont impliqués, comment tout le monde participe effectivement à la mise en confiance par rapport à tout ce qui peut être apporté comme solution par rapport à cette pandémie. Non pas simplement la question des vaccins, mais toutes les solutions devaient être des solutions qui deviennent d'une manière ou d'une autre très participatives. Maintenant, il y a eu les sommets sur le financement des économies africaines qui s'est tenu à Paris, et il y a eu toute cette déclaration sur le vaccin et tout ça. C'est bon, mais les gens se posent encore la question, se disent, donc nos dirigeants sont allés à Paris dans un sommet alors que tout se tient virtuellement. Ils sont aujourd'hui dans un sommet en présentiel pour être obligés de consommer les vaccins. Donc, dans la population, tellement qu'il n'y a pas une bonne communication autour de cette question, les dirigeants n'ont pas été préparés pour aller à ces sommets, la société civile n'a pas été mise à contribution, et tout le monde pense qu'ils sont allés se faire recevoir des ordres pour pouvoir amener les vaccins et l'imposer à la population. Et tant que le vaccin sera imposé, les gens ne voudront pas. Il faut que vraiment ça aille dans une pédagogie qui permette aux gens de comprendre les bienfaits du vaccin, l'efficacité du vaccin, et mettre le vaccin en concurrence avec les produits locaux et la science locale. Merci pour ce témoignage très appuyé et très interpellant, Dany Singoma. Ricardo Petrella, on sent donc bien à la fois un appel à la solidarité, un appel à la prise en compte de tous les savoirs et de toutes les expériences locales, et de ne pas, en quelque sorte, mettre tout notre credo exclusivement dans l'approche vaccinale. Il y a beaucoup de choses dans ce témoignage de Dany Singoma, Ricardo Petrella. Tout à fait. Effectivement, ça nous permet de commencer à réfléchir un tout petit peu sur les solutions et les alternatives. Je dirais que pour répondre aussi aux questions sur l'industrie pharmaceutique, la renationalisation, surtout la republicisation de l'industrie pharmaceutique, et donc, par exemple, le rôle de l'Inde dans ces domaines, il me semble qu'on comprend petit à petit qu'il faut sortir de l'agenda que les dominants sont en train de nous opposer à traiter. L'agenda, c'est le problème des brevets. Leur agenda, c'est le problème de la production. Et leur agenda, c'est la stratégie vaccin. Leur agenda, c'est une stratégie de lutte contre la pandémie et les problèmes de la santé dans le monde uniquement à travers les technologies. Nous devons sortir de cela. Aujourd'hui, il est évident que ce n'est pas en essayant de gagner les batailles dans le cadre des agendas imposés par les dominants qu'on va réussir. Un exemple, en 2020, les dominants, et j'ai mis dans les G20, il y a aussi la Chine, il y a la Russie, dans les G20, il y a aussi l'Inde, eh bien, ont dépensé 2000 milliards de dollars pour l'armement. 2000 milliards. Ils n'ont pas diminué les dépenses militaires, elles ont augmenté. Nous devons nous battre pour dire toutes les questions que vous dites, les prix des médicaments, les prix des vaccins, ce n'est pas là le problème.
vous n'avez pas le droit, c'est ça, il faut porter la question non pas au niveau moral, mais au niveau politique de la vie. Vous n'avez pas le droit de défendre certaines de vos positions uniquement en fonction de vos rendements financiers, de vos actions en bourse. Et vous ne pouvez pas dépenser 2000 milliards pour l'armement. Et nous, les citoyens, nous devons nous battre une solution au problème de Covid. Diminuer de moitié les dépenses militaires. Commençons par les États-Unis, qui dépensent 790 milliards, c'est-à-dire pratiquement plus que tous les 10 suivants pays de dépenses en armement. Les États-Unis dépensent 3 fois plus en armement que la Chine. Ils dépensent 11 fois plus en armement que l'Inde, 13 fois plus que l'armement que la France, les États-Unis. Et nous devons discuter de leur agenda. Mais c'est quoi ça? Deuxième chose, le problème de la santé. Mais le problème de la santé est plus important, englobe le problème de la pandémie du Covid. Il y a la moitié de la population mondiale, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui n'a pas de couverture sanitaire. Et nous sommes en train de discuter si les COVAX, le système inventé par l'Occident, pour ramasser l'argent, pour ensuite acheter des vaccins à des prix favorables, puis les donner comme don aux pays pauvres. C'est incroyable ce mécanisme du COVAX. Et nous discutons sur tout cela. Alors qu'il y a la moitié de la population mondiale qui n'a pas de couverture sanitaire. Le Covid-19 est une des maladies. On meurt encore plus de millions de gens sont en train de mourir pour d'autres maladies. Et on maintient, on ne dépense pas les investissements dans les infrastructures médicales, les hôpitaux, les cliniques. À Lagos, plus de 18 millions d'habitants. Il y a 6 hôpitaux publics importants. Aux Pays-Bas, 18 millions d'habitants. Il y a 435 hôpitaux cliniques. Alors qu'au Lagos, il y en a 6, 7. C'est ça le problème. Nous devons discuter de ces choses-là. Nous devons porter dans les assises internationales, dans nos parlements, ces questions-là. Pourquoi on admet que les compagnies multinationales aient fait maintenant des dizaines de milliards de bénéfices déjà? Pourquoi acceptons un système financier qui a permis au président, au patron de Pfizer, quand il a annoncé que Pfizer avait obtenu le brevet, il avait vendu les jours avant, lui, il avait vendu plus de 6 000 actions de Pfizer qu'il possédait. Il a gagné 6 millions de dollars par cette opération financière. C'est de cela qu'il faut discuter. Il faut de ces systèmes financiers qui gouvernent tout et qui assujettit les pouvoirs publics, les États. Pourquoi a-t-on encore accepté qu'il y ait des milliards de bénéfices d'AstraZeneca, de Moderna, de Pfizer, de Johnson & Johnson? Pourquoi on a peur de parler de républiciser le système financier pour la vie? Pourquoi a-t-on peur de parler de nos petites des taxes sur les compagnies multinationales? Pourquoi a-t-on peur de parler d'éliminer, de mettre hors la loi les paradis fiscaux? Ces gens sont des bandits. Pourquoi a-t-on peur de dire qu'ils sont des bandits? C'est ça que l'agenda des citoyens pour arriver à la santé des citoyens. Pourquoi a-t-on la peur de dire que la plupart des brevets sur l'intelligence artificielle actuelle sont utilisés dans le développement des robots soldats?
pourquoi autorisons-nous encore les dépôts de brevets et on donne des brevets sur l'intelligence artificielle dont la plus grande partie des applications sont de nature militaire? Et je crois que si on commence à réfléchir sur ces choses-là, ben on identifiera toute une série de solutions qui sont au niveau des lois, de compétences des parlements, qui mettent en question les vrais acteurs et les vrais responsables de la pandémie, c'est-à-dire les propriétés privées de la vie. Ricardo Petrella, je voudrais encore me retourner vers Anna Zielinska, qui est toujours avec nous également. Anna, nous sommes pour l'instant aussi dans une phase effectivement du G20, le G20 que Ricardo Petrella a évoqué, que Dany Singoma a évoqué, qui est effectivement en réunion. Le G20 et le FMI, déclaration du 5 avril dernier, entendent prolonger leurs mesures pour alléger la dette des pays en développement, pour les aider en quelque sorte, disent-ils, à lutter contre les effets de la pandémie. Ça n'est pas passé inaperçu d'ailleurs à toutes celles et ceux qui ont signé votre appel. Comment concilier des droits humains sur la planète et une aide qui consiste en fait à simplement reporter la dette? Oui, cette question de la dette, elle a été soulevée déjà à partir, je crois, des mois avril-mai de l'année dernière. Donc, on a commencé à en parler l'année dernière. Et les pas qui ont été faits sont minuscules. Effectivement, la situation est ridicule. Quand nous avons décidé de fermer l'Europe, fermer disons les pays du Nord dans le contexte du confinement, nous avons complètement oublié l'Afrique, que nous avons pourtant rendue dépendante de nous pendant des décennies. Donc, c'était quelque chose de tout. C'était la conséquence qui me paraissait la plus insupportable du confinement, et à ce titre, j'étais toujours très réticente à l'égard de cette mesure. Comment vous faites pour transporter l'aide humanitaire dont certains pays ont toujours besoin, de toute évidence? Comment vous faites pour maintenir le commerce et les relations de dépendance? Que faites-vous avec tous ces gens que vous avez laissés sans ressources, dont vous avez abusé pendant des décennies, sinon pendant des siècles, si on fait entrer la question des anciennes colonies dedans? Donc, oui, la question de la justice entre le Nord et le Sud est toujours ouverte. Il faut effectivement annuler les dettes. Là, on est dans une situation de la création d'un épée de Damoclès complètement artificiel dont personne n'a besoin, qui est uniquement un outil d'oppression réelle et symbolique sur des anciennes colonies. C'est inimaginable, cette situation. L'argent dont nous n'avons vraiment pas besoin. Je voudrais que l'on réaccueille en fait la parole, les questions qui subsistent encore ici parmi celles et ceux qui nous suivent et qui évidemment nous interpellent. Voilà, retour parmi nous de Vinciane Colson. Vinciane, quelles sont les dernières interpellations? Ricardo Petrella nous parlait finalement de financement, de tout cet argent investi par exemple dans l'armement, et donc ça a fait réagir certains. Et il y a une internaute qui nous dit: c'est vrai, ça ne suffit pas de lever les droits de propriété intellectuelle, il faut aussi dégager des capitaux pour investir dans la production de vaccins. Et un internaute nous dit: mais pourquoi pas finalement une taxe sur les transactions financières? Ce serait une belle opportunité pour faire contribuer la spéculation au bien commun. Donc voilà, est-ce que cette taxe pourrait être une piste? Il y a alors peut-être une question un peu plus générale, mais c'est finalement: à quel niveau la gouvernance devrait-elle s'exercer pour que tout le monde soit concerné par la vaccination? Finalement, qui devrait être aux manettes pour s'assurer que tout le monde y ait accès dans le monde? Voilà quelques beaux dossiers encore pour terminer dans un dernier round-up. On va peut-être commencer par cette dernière question d'ailleurs
sur le niveau de gouvernance nécessaire. Riccardo Petrella, je reviens vers vous brièvement, Riccardo, parce que vous avez redit plusieurs fois déjà combien les parlements, les citoyennes et citoyens doivent s'emparer de ces questions, mais quel est le niveau aujourd'hui objectivement souhaitable pour avoir un effet direct sur ces problèmes de vaccination et de partage équitable de la vaccination? Une fois qu'on a réglé les questions du système financier et qu'on a réglé les questions que ce n'est pas l'Organisation mondiale du commerce qui doit être le lieu international du débat et des solutions des problèmes de la santé, mais ça devrait être l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de l'ONU renforcée, pas qui se base toujours sur la souveraineté des États, etc. Eh bien, il me semble que la stratégie très importante, compte tenu aussi de la proposition de dire qu'il faut voir les choses de manière un peu complexe, d'ensemble, c'est la stratégie territoriale de la médecine territoriale. C'est le niveau, d'abord, c'est le niveau des communautés, le territoire des communautés. On n'a pas besoin de grands systèmes, de grandes entreprises mondiales qui monopolisent tout, ni de services mondiaux de la santé. Il faut partir par le bas. Et ce n'est pas par ça qu'il faut partir aussi en critique dure de la stratégie de la digitalisation que nous, l'Occident, l'Europe et les États-Unis sont en train d'appliquer à côté de la stratégie de la thérapie pharmaceutique, médicale. La digitalisation nous portera à des systèmes de plus en plus encore mondiaux, possessifs, concentrés, loin des citoyens. Nous devons affirmer toute forme de politique, de pratique de la santé enracinée dans les territoires des communautés. Et on a les expériences considérables. La médecine territorialisée dans les quartiers des villes a toujours donné de bons résultats, surtout parce que la médecine territorialisée permet d'appliquer la bonne stratégie de la prévention. Pour les logiques des dominants aujourd'hui, plus il y a de vaccins, plus il y a des médicaments privés qu'il faut payer, c'est magnifique. Ça ne les intéresse pas, les cliniques territorialisées, les hôpitaux communaux ou des communautés régionales, etc. Ça ne les intéresse pas. Et puis, des choses qui sont basées sur l'expérience et la solidarité entre les gens. La digitalisation des hôpitaux et des services médicaux, ça ne fait pas de la solidarité. Ça fait la concentration de pouvoir de ceux qui ont la connaissance, qui ont la technologie et qui prendront les hommes malades comme un instrument, un facteur de production important. Et ils auront besoin de plus en plus de malades. Donc, la solution, primo, c'est d'abord les cadres politico-régulateurs mondiaux. Si on n'élimine pas les stratégies de la finance actuelle, il faut modifier la première action au niveau mondial. Donc, par exemple, la taxation, c'est une méthode, mais c'est peu les taxations du type qu'on avait essayé dans les années 90 et 2000, les taxations sur les transactions internationales. Il faut éliminer les transactions financières spéculatives. Il faut éliminer les transactions spéculatives au millionième seconde. Il faut éliminer les transactions spéculatives dans les paradis fiscaux. Ça sont des méthodes effectivement importantes. Alors après, on donne respiration aux capacités locales. On peut organiser alors la médecine territorialisée, communautaire. Et les expériences maintenant, par exemple au Rwanda, sont des expériences très positives. Ils sont en train de faire ça. Ils sont en train de valoriser les structurations territoriales, locales. Et on ne fait pas des plans européens, des plans mondiaux de gestion des maladies. Les pathologies actuelles qu'on néglige, parce qu'on a mis l'accent uniquement, parce que c'est dans l'intérêt du système dominant, l'accent sur les vaccins, mais ils oublient tout le reste. Et on ne fait pas beaucoup d'investissements
pour avoir justement la couverture minimale sanitaire qui se base sur la prévention, qui se base pas sur des niveaux d'immunologie curative, quoi. Donc, la première grande réponse, à mon sens, je dirais, je m'arrête là, c'est un rééquilibre fondamental entre les stratégies mondiales et après faire la médecine des communautés, faire la médecine des gens, des citoyens. Et je crois que là, c'est très, très important. En vous remerciant déjà, Riccardo Petrella, pour cette contribution, en remerciant aussi Dani Singoma, une toute dernière petite question à Anna Zielinska avant que Véronique de Keyser ne tire les grands axes de la soirée et aussi les rendez-vous à venir. Anna Zielinska, plus d'une centaine, hein, vous nous aviez décrit au début de notre entretien comment vous aviez réussi avec votre collègue Brunet à très rapidement fédérer une centaine de vos collègues scientifiques, philosophes, juristes, chercheurs et chercheuses. Jusqu'où sont-ils, jusqu'où êtes-vous prêts à aller? Ceci est un appel, mais on a bien vu tous les enjeux de société. Si on veut que votre espoir, qui est aussi le nôtre, s'impose demain à l'échelle de la planète, il y a beaucoup de paramètres à changer. Jusqu'où votre vigilance, vos appels, votre mobilisation ira-t-elle? Ça dépend un tout petit peu sans doute des retours que j'ai. Donc je vous remercie vraiment infiniment de m'avoir invité ici, puisque savoir que ce que nous faisons est entendu, hein, en écho, ça change complètement la donne. Donc notre engagement est en un sens, hélas, dépendant des médias et de la bienveillance des médias qui nous laisseront ou pas une certaine place pour que nous puissions nous exprimer. Et effectivement, la Commission européenne, par exemple, quand elle invite les gens pour s'exprimer au sujet des brevets sur les vaccins, elle invite les labos et elle invite une ONG. Donc j'espère que peut-être les médias vont se comporter de façon plus responsable que la Commission européenne, en invitant davantage de personnes qui ne soutiennent pas forcément les politiques capitalistes classiques, disons. Moi, je compte beaucoup sur mes étudiants. Mes étudiants sont tout à fait différents de ce que nous étions il y a 20 ans. Ils sont absolument conscients de ce qui se passe. La seule chose qui leur manque, et c'est une chose assez énorme, hélas, c'est la foi dans leur capacité de pouvoir changer quelque chose. Et cette foi, je ne sais pas d'où elle peut venir, mais il va falloir que nous travaillions sur cela, car leur niveau de conscience est énorme et formidable. Mais il faut leur donner des outils d'action et il faut leur montrer qu'ils comptent pour nous et qu'on compte sur eux. Superbe conclusion, proposition et formule de travail. Et je pense que nous allons y adhérer. Anna Zielinska, en tout cas, je pense que Véronique de Keyser va nous le dire. Certainement. D'abord, je voudrais les remercier tous les trois. Vraiment, Anna. Le micro. Oui. Oui, je voudrais d'abord remercier nos trois orateurs qui nous ont vraiment mis de l'espoir plein le cœur. Riccardo, pareil à lui-même. Je pense que j'ai fait un voyage mémorable avec lui. Comme ça, le message personnel dans les années 90 au Canada pour parler de nouvelles technologies, etc., etc. Et je vois qu'il a gardé la même faconde et ça, c'est le même enthousiasme et c'est merveilleux. Je voudrais remercier Anna Zielinska, je reviendrai sur ce qu'elle a dit tout de suite, qui nous a donné vraiment des pistes aussi qui sont très solides. Je voudrais lui dire que j'ai une confiance totale, moi aussi, dans les scientifiques qui nous entourent. Et ce sont des intellectuels, et ce sont des intellectuels engagés, mais engagés probablement d'une autre manière que l'était Bourdieu quand il faisait ses discours Gare du Nord dans les années 70 en montant sur une chaise aux cheminots, etc. C'est plus la même chose. Je pense que les scientifiques aujourd'hui sont à l'écoute des changements du monde et ils ont ce que Riccardo appelait de leur vœu, c'est-à-dire cette générosité de la connaissance. Vous trouverez moins au niveau scientifique cette idée de capturer la connaissance, de la vendre, etc. Et il y a cette idée de liberté, de partage de la connaissance, de circulation de la connaissance. Et je pense que dans toutes les universités, dans tous les centres de recherche, on a aujourd'hui cette inquiétude
d'un monde qui bouge et en même temps cette envie d'y participer. Mais vous avez raison, Anna, très certainement, de nous dire qu'ils ne savent pas où placer l'angle, ils ne savent pas comment accrocher, ils ne savent pas, parce que le monde est terriblement complexe, là où il reste des possibilités, des degrés de liberté, justement pour approfondir le nouveau paradigme dans lequel nous trouvons. Alors, pour revenir, avant de passer à Dany, sur ce que Anna nous a dit, je pense en fait, et elle a raison, qu'on est devant le choix de deux voies. La première, pour caricaturer, c'est celle du COVAX, c'est-à-dire cette espèce de philanthropie sanitaire internationale, entre guillemets, alimentée par de grandes fondations comme celle de Bill Gates, effectivement, et de Melinda, mais aussi par CEPI, par Gavi, etc., etc. On connaît bien cette plateforme, mais elle a montré ses limites. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça n'a pas marché et Dieu sait si ça aurait été nécessaire. Et donc, il y a l'autre voie, celle qui est d'abord, et c'est presque emblématique, la question de faire tomber, ne fût-ce que temporairement, la propriété intellectuelle sur les brevets, et alors de les faire fabriquer localement. Mais là, il y a tout le problème, à mon sens, de qu'est-ce que c'est qu'un transfert de technologie. Il y a déjà pas mal d'années de ça, je m'étais beaucoup intéressée à cette problématique avec le professeur Wissner du Conservatoire national des arts et métiers, et on partageait tous les deux cette idée d'un développement sur le terrain fait par les gens et localement. Et il montrait qu'en réalité, il y avait deux types de transferts de technologie. Là, il était sûr de réussir. C'était de faire une usine clé sur porte, pensée par les Occidentaux, qui était un espèce d'îlot occidental dans un pays qui ne changeait pas beaucoup. Et là, effectivement, en 3 mois, vous pouvez fabriquer des vaccins. Mais, et Dany nous le dit, mais la santé, c'est un système. Et ce système, il doit être implanté localement, il doit être vécu par les gens, il faut qu'il soit compris et il faut qu'il y ait des bénéfices de cette délocalisation de la production qui retombent sur l'ensemble de la population auquel elle participe. Et ça, ce sont les transferts les plus difficiles à accomplir. Et je pense que si dans les scientifiques, dans les intellectuels qu'on appelle engagés aujourd'hui et soucieux du devenir de cette planète, il y a cette coopération qui se fait de plus en plus avec les populations locales pour créer un autre type de rapport à la santé, le fameux One Health dont on a déjà tellement parlé, eh bien là, il y a effectivement des pistes d'espoir. Mais c'est ce transfert-là dont on a besoin et ce n'est pas une usine clé sur porte qu'on va nous transporter en avion et la monter sur place et en excluant les populations avoisinantes. Ça veut dire qu'on doit continuer à réfléchir sur ce que signifie justement cette santé globale et quel est notre allié aujourd'hui dans ce nouveau paradigme de réappropriation de la santé par les citoyens, par les gens, par le peuple ou les peuples. Eh bien, c'est l'interdépendance aujourd'hui des questions de santé. C'est-à-dire, il n'y a pas un pays qui peut rester sain alors que l'autre pays est malade. Il n'y a pas un animal qui peut être malade et ne pas contaminer l'homme. On sait maintenant la contagion via là. Nous sommes dans un système d'interdépendance dans ce monde actuel qui implique, qui oblige à des solidarités internationales, qui oblige à repenser globalement la santé et localement, comme le disait Petrella. Alors, nous allons réfléchir à tout ça durant toute cette année. Il y a d'ailleurs un colloque qui se tiendra au mois de novembre, fin du mois de novembre, justement sur le One Health, et qui sera dans un partenariat avec l'Afrique, notamment, parce qu'on a raison, ça se bâtit à deux, avec des scientifiques qui seront qui parleront de cette coopération qu'ils ont installée. Ça, c'est un point. Mais par contre, le 10 juin, pardon. 5 juin. C'est le 5 ? C'est le 5. Non, tu es sûr ? C'est le 5. C'est le 5. Bon, si c'est le 5, c'est le 5. Si c'est le 5, c'est le 5. Le 5 juin, on aura un éclairage sur ce qui se passe en Belgique et sur les plus vulnérables chez nous et sur les actions de solidarité qui sont nées. Parce qu'on pourrait avoir
une idée fausse, et c'est très intéressant. Celle de croire qu'il y a d'un côté les pays riches et de l'autre les pays pauvres. Et que dans les pays riches, tout le monde est riche. Et que tout le monde se fait vacciner et que tout va bien pour tout le monde. On a vu que c'était le contraire. Au contraire, ce qu'on a vu apparaître durant ce Covid, ce sont les poches de vulnérabilité, de pauvreté qu'on avait encore chez nous, et des gens pour qui ce Covid a été une double ou une triple peine quand ils ont pu survivre à la pandémie. Beaucoup de solidarité interne, beaucoup de misère, beaucoup de tristesse parfois, mais aussi de l'espoir. Et ça, c'est un autre visage de l'Occident. Tant de richesses, certainement, tant de richesses qui courent, qui passent, mais tant de pauvreté aussi et tant d'inégalités. Voilà. C'est pour le 5 juin. Voilà, rendez-vous effectivement le 5 juin. Nous aurons là des brochettes de témoignages vraiment ici du terrain en Belgique, du terrain laïque, de toutes celles et ceux qui se sont investis, qui ont été confrontés aux questions de première ligne. On essaiera de remettre ça en lumière pour voir quelles leçons tirer pour, bien sûr, aussi toute l'action laïque de proximité. C'est fondamental. Avec André Poquet, comme Jean Leclerc et d'autres, il y aura là une large matière à investiguer. Et d'ici là, encore peut-être d'autres questions éthiques qui seront encore soulevées pour vous et pour nous et pour préparer tout cela. Merci à vous toutes et tous. Merci à Ricardo Petrella. Merci bien sûr à Dani Singoma. Merci à Anna Zielinska de nous avoir rejoints. Vous restez à nos côtés, bien sûr, dans les mois et semaines et temps qui viennent. On se retrouvera immanquablement sur ces chemins. Merci à vous qui nous avez suivis sur quelque plateforme que ce soit, à quelque moment que ce soit. Restez attentifs. D'autres renseignements suivront pour d'autres rendez-vous.